Cette chaîne actuellement piratée par un demeuré en manque de reconnaissance et d'affection, et qui n'a su rien trouver de mieux à construire dans sa vie que cette activité de piratage pour se donner un peu d'importance. Une activité de censure sur YouTube dont il a pris l'entière responsabilité, et qui désormais le nourrit, avec toute une communauté autour de lui, dont l'activité principale dans leur vie est aussi donc de censurer les chaînes sur YouTube qui ne leur plaisent pas, notamment par le signalement massif de vidéos. Une activité minable déployée par des pervers et parasites, et que des gens comme moi doivent traîner comme des boulets sur YouTube. Un problème qui bien sûr prochainement va trouver son remède. C'est une promesse que je fais à tous ceux qui aiment cette chaîne, qui apprécient mon travail et qui attendent aussi comme moi que cette chaîne trouve le succès qu'elle mérite. Et toutes les informations que partage cette chaîne, bien sûr, un bien plus large public. Merci d'être là, et à présent, bonne vidéo. Sur cette partie de la Terre, il n'y a pas si longtemps, existaient des géants. On parle de géants qui ont existé aux côtés de ce que nous appellerions maintenant des personnes normales. Les personnes qui étaient plus grandes Sur cette partie de la Terre existaient aussi des arbres géants. Peu à peu, avec le temps, nous sommes devenus aveugles. Vos yeux sont devenus des traîtres avec le temps. Regardez de plus près, la cime est plate. Cet arbre a été abattu. L'arbre grandit et devint fort, sa hauteur atteignait les cieux et on pouvait le voir jusqu'aux extrémités de toute la terre. Hello everybody. Ici, nouveau thème, un petit peu nouveau thème sur cette chaîne, un thème que je n'ai pas encore abordé en fait. L'existence des géants, l'existence des titans, l'existence des arbres géants sur la terre plane. C'est un thème que cette chaîne n'a pas encore abordé, en tous les cas suffisamment. J'ai déjà un petit peu commencé à l'aborder ici, dans cette traduction du film Ancien Ordre Mondial, où on y parle de géants. On y donne aussi des informations sur ces dinosaures qui n'ont par contre, eux, jamais existé, et qui est une idée qui très vraisemblablement vient de l'existence des géants et des titans, et qui a inspiré
Hollywood. C'est Hollywood à la base, je pense, qui est intéressé par cette idée de dinosaure. Tous les squelettes que nous avons sont des squelettes qui sont, sinon fabriqués en tous les cas, qui sont montés de manière, qui sont arrangés avec le but de faire croire à l'existence des dinosaures. On n'a jamais trouvé de tête de dinosaure. Toutes les têtes de dinosaures sont fabriquées. C'est ce qu'on nous dit dans ce film. Une preuve que les dinosaures n'ont jamais existé, c'est le Tyrannosaurus Rex, ce fameux reptile qui fait 20 mètres de haut et qui se balade sur 2 pattes. Ça, c'est la preuve que les dinosaures n'ont jamais existé. C'est la preuve, on nous dit, en nous amenant cet être gigantesque, ce reptile de 20 mètres de haut qui se balade sur 2 pattes, en fait, on nous dit indirectement qu'on nous ment. Pourquoi? Comment on peut en être sûr? Ben, il suffit de regarder autour de soi, aujourd'hui, sur la Terre. Est-ce que, quelque part, tu vois des reptiles qui se baladent sur 2 pattes? Est-ce que tu vois des reptiles qui se baladent même sur 4 pattes? Tous les reptiles rampent sur le ventre, y compris le crocodile. Tous les reptiles rampent sur le ventre. Comment aurait-il pu exister, à une époque reculée, des reptiles qui feraient 20 mètres de haut, qui se baladent sur 2 pattes? C'est impossible. Tu vois, la réflexion, elle est très facile à faire. Eh bien, cette idée de dinosaure, elle vient très vraisemblablement de l'existence des titans. Les gens qui ont inventé les dinosaures, l'existence des dinosaures, se sont inspirés de l'existence des titans. Ce sont des gens qui sont au courant de l'existence de l'existence ancienne de titans sur la Terre, avec les arbres géants. Ce que je voulais dire aussi, c'est que cette partie de Terre, ce qu'il apparaît dans ce film, ici, Ancien Ordre Mondial, c'est que cette partie de Terre cerclée par l'Antarctique et qu'on nous dit être une boule, et qui est en fait une Terre plane cerclée par l'Antarctique, et qui est le centre d'une Terre plane qui est bien plus vaste que ça. Eh bien, ce centre-là, c'est le fameux Jardin d'Éden, dont nous parle la Bible. La terre sur laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est le Jardin d'Éden. C'est quelque chose qui apparaît très clairement dans ce film. Même si c'est pas dit. C'est mon interprétation, moi. Mais pour moi, c'est une évidence. Ça devient évident. Et l'existence, eh bien, sur cette partie de terre, sache qu'il a existé des géants, et il a existé des titans, et il a existé aussi des arbres géants, dont cette chaîne va commencer à parler maintenant. Donc ici, on en avait un petit peu parlé avec cette traduction de film ici sur cette chaîne, Ancien Ordre Mondial, avec tous ces édifices monumentaux dont on nous dit qu'ils ont été construits au 18e, au 19e. Ce serait soi-disant des constructions qui dateraient des expositions universelles qui auraient été construites pour les expositions universelles. Dans ce film, eh bien, on amène la preuve que ces expositions universelles sont des mensonges. Ce sont des monuments qui nous viennent d'un ancien monde et qui ont été bâtis par des géants. Bon, va voir ce film, si tu ne l'as pas encore vu, c'est passionnant à regarder. Eh bien, aujourd'hui, j'amène aussi ici la traduction de cette vidéo où il est question de l'existence de titans à la surface de cette terre. Donc là, ici, ce sont de nouveaux thèmes dont s'empare cette chaîne et qui font suite donc aux preuves que la Terre est bel et bien plane. Et bien maintenant, je vais commencer ici à parler des arbres géants, des titans, des géants, c'est-à-dire de cet ancien monde qui a disparu et qui existait à la surface de cette partie de la Terre plane, qui est le centre, cerclé par l'Antarctique. Alors évidemment, si tu n'as pas encore adhéré à l'idée de Terre plane, ça va être compliqué d'adhérer à l'idée de l'existence des titans. Mais ici, on a une pépite avec cette vidéo. Et à suivre 5 autres avec cette chaîne qui s'empare de ce thème maintenant. À la suite des preuves que la Terre est bel et bien plane qu'a amené cette chaîne, et bien maintenant, on commence à en parler de l'ancien monde qui existait ici sur cette partie de Terre plane, sur ce centre de la Terre plane. Bon voilà, je vais arrêter là cette introduction, je manque un peu d'inspiration, me semble-t-il, pour annoncer cette fabuleuse vidéo, pour te parler de cette vidéo, mais tu vas te rendre compte très vite de la valeur
des informations qu'elle amène. Je te souhaite une très bonne vidéo, régale-toi, elle est là pour ça. Et à très bientôt sur cette chaîne. N'oublie pas de liker, merci. Bye bye. Hello, hello, salutations et bienvenue. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à plusieurs questions récurrentes dans les commentaires de mes vidéos. Je présenterai également mes théories actuelles sur le pourquoi et le comment de mes découvertes concernant le grand titan Mongo, ainsi que la multitude de cœurs de pierre et d'organes pétrifiés que j'ai déjà abordés dans plusieurs vidéos. Mais avant cela, j'aimerais vous amener faire un bref voyage à travers les événements, les synchronicités et les réflexions qui ont mené à cette incroyable découverte. Il y a 2 ans, j'ai entamé un questionnement qui m'a conduit à des conclusions que je n'aurais jamais imaginées. En 2017, je suis tombé sur des vidéos sur YouTube qui remettaient en question les fondements même de la géologie. Peu après, j'ai découvert des théories sur les fossiles de boue et l'idée que la chair et les os pouvaient se fossiliser et se pétrifier en un temps incroyablement court, dans des conditions idéales. J'ai également appris qu'au fil des ans, de nombreux chercheurs ont décelé de nombreuses failles dans les techniques de référence utilisées par les géologues pour déterminer l'âge des objets. La datation géologique est la pierre angulaire du modèle cosmologique enseigné à l'école. Les conclusions des géologues sur l'âge des pierres et des strates apportent une validation fondamentale aux affirmations des astrophysiciens concernant l'âge de la Terre et de l'univers connu. Mais que se passe-t-il si leurs conclusions sont erronées de plusieurs ordres de grandeur? La datation du carbone, par exemple, est réputée pour sa grande fiabilité, car les échantillons ont plus de plusieurs milliers d'années. L'utilisation de couches de strates pour déterminer l'âge d'un objet est une technique tout aussi fragile. Pourtant, les strates sont régulièrement utilisées pour justifier des chronologies s'étendant sur des centaines de millions d'années, malgré de multiples failles dans la théorie. Peu après avoir été exposé à ces nouvelles idées, j'ai commencé à envisager la possibilité qu'une grande partie de la pierre que nous observons ait pu avoir une origine biologique. Une chaîne YouTube prétendait même avoir découvert de l'ADN humanoïde dans plusieurs échantillons de pierre lors de tests effectués par des laboratoires réputés. En réfléchissant aux implications de cette information fascinante, je suis tombé par hasard sur une vidéo intitulée « Titan pétrifié » sur la chaîne YouTube JDRS. Au départ, l'idée que des titans aient existé semblait absurde. Après tout, comment un objet aussi monumental, aussi titanesque, a-t-il pu passer inaperçu aux géologues pendant si longtemps? Mais avec certains des principes fondamentaux de la géologie potentiellement à l'étude, j'ai décidé de garder l'esprit ouvert. La présentation de Jay comprenait des photographies de montagnes du monde entier qui ressemblaient beaucoup aux restes pétrifiés d'êtres gigantesques. Bien que fantastique, elle a piqué ma curiosité et a été l'étincelle qui a finalement conduit à ce qui est devenu une étude de 2 ans sur la montagne espagnole appelée Mongo. Cette montagne, affectueusement surnommée l'éléphant par les locaux, a longtemps captivé mon imagination. Elle est magnifique sous tous les angles. Elle ressemble aussi beaucoup à un éléphant couché sur le ventre. Jusqu'à présent, malgré son étrange ressemblance avec un éléphant, il ne m'était jamais venu à l'esprit qu'il puisse s'agir des restes d'une créature titanesque. Il faudrait être fou pour croire de telles choses, non? Bref, ma curiosité a rapidement pris le dessus et j'ai décidé d'approfondir la question. J'ai commencé par visiter la montagne grâce aux vues aériennes 3D de Google Earth. Je connaissais déjà bien le concept de pareidolie, où un observateur reconnaît des motifs qui n'existent pas réellement et ne sont qu'un leurre. Il est facile de se leurrer, surtout lorsqu'on est émotionnellement attaché à un résultat particulier lors d'une enquête. Titulaire de 2 diplômes universitaires, dont un diplôme de chiropractique, 5 ans, je connais assez bien la méthode scientifique.
Je connais également bien l'anatomie, la physiologie et l'histologie, l'étude des tissus. Ne voulant pas jouer les imbéciles, j'ai décidé d'aborder mon étude de la montagne de la manière la plus rationnelle possible. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que cela mènerait à des révélations révolutionnaires ou que je partagerais un jour mes découvertes avec le monde. Mais me voilà! Et aujourd'hui, j'ai réalisé 5 vidéos présentant mes découvertes dans une série intitulée « Dévoiler un titan ». Ces 5 vidéos présentent une analyse macroscopique et microscopique approfondie de la montagne. À ce jour, j'ai compilé et présenté des preuves photographiques et vidéos de pas moins de 50 corrélations anatomiques spécifiques entre l'anatomie des vertébrés et des différentes structures découvertes sur et à l'intérieur de la montagne. Prises dans leur ensemble, ces vidéos offrent des preuves extrêmement convaincantes que Montgo était autrefois une créature titanesque. Pour une analyse détaillée des preuves recueillies, ne manquez pas de regarder la série. Si vous êtes sceptique, et je pense que vous devriez l'être, suspendez votre jugement et regardez les vidéos. Dès la 3e partie, je vous garantis que vous hocherez la tête. Dès la 4e, vous y croirez probablement. Et la 5e n'est que la cerise sur le gâteau. Je tiens à préciser que je ne suis pas convaincu que Montgo soit spécifiquement un éléphant. Il pourrait très bien s'agir d'une autre créature. Et tant que des tests plus approfondis comme des analyses ADN, ou un géoradar ou un kit Titan en vente en pharmacie ne sont pas réalisés, nous n'en serons pas certains. Ce que je sais, c'est qu'il existe un nombre impressionnant de corrélations anatomiques très spécifiques qui correspondent parfaitement à l'anatomie de l'éléphant, ce qui est assez étonnant compte tenu de l'apparence générale de Montgo. Après ma première visite de la montagne sur Google Earth, j'ai été assez surpris de découvrir une variété de caractéristiques anatomiques correspondant à la macro-anatomie d'un éléphant. La forme de la tête et du haut du dos étaient parfaites, tout comme la forme et l'emplacement de l'œil. Des découpes incurvées de chaque côté de la montagne suggéraient l'espace entre la tête et les épaules. De fines lignes suggéraient les restes de côte des deux côtés, et juste derrière l'œil, j'ai remarqué un changement de couleur de la pierre en forme de quart de lune, exactement à l'endroit exact où une oreille aurait pu être fixée. Et en regardant d'en haut, j'ai vu un canyon profond et étroit qui s'étendait vers le haut, exactement à l'endroit où se retrouverait la fente entre les jambes. J'avais déjà escaladé cette montagne pendant 6 ans et gravi ce canyon en plusieurs reprises, mais je n'avais jamais imaginé un seul instant que je pourrais marcher entre les jambes d'une créature antique et titanesque. Mon esprit était hébété. Était-ce possible? Je repensais aux nombreuses fois où je m'étais approché de l'œil. Il y avait plusieurs grottes et canaux profondément creusés dans l'œil, et je m'interrogeais déjà sur la façon dont de telles formations inhabituelles avaient pu se former. Je me souvenais de mes études d'anatomie, que l'orbite de la plupart des vertébrés est composée de 7 os différents qui se rejoignent par des lignes appelées sutures. En supposant que les titans aient existé et que leur anatomie reflète celle de créatures de plus petite taille, j'en ai conclu que s'il s'agissait bien de l'orbite d'une créature gigantesque, je devrais pouvoir trouver dans la grotte des caractéristiques anatomiques spécifiques correspondant directement à l'anatomie d'une orbite. De telles découvertes, si elles se reproduisaient, surtout si on les additionnait aux multiples corrélations spécifiques avec la macro-anatomie que j'avais déjà trouvée, rendraient plus difficile d'écarter les similitudes en les attribuant au hasard. Après tout, combien de coïncidences faut-il pour conclure qu'un motif reconnaissable commence à émerger? Tous les vertébrés partagent des similitudes frappantes quant à la forme et à la structure globale des os qui composent leur squelette. En feuilletant mes livres d'anatomie, mon regard fut immédiatement attiré par le foramen infraorbitaire, une petite ouverture que tous les vertébrés partagent juste en dessous ou devant l'orbite. En consultant Google Earth, je restais bouche bée. Là, juste devant l'orbite de Montgo, exactement là où elle aurait dû se trouvait une grotte plus petite, formant un canal qui ressemblait à un foramen infraorbitaire. Les poils de mes bras se hérissèrent et il recommence en ce moment même, tandis que je raconte cette histoire. Le nombre improbable de caractéristiques spécifiques que je découvrais me transportait déjà, du moins dans mon esprit, bien au-delà du simple pareidolie. J'avais suffisamment joué aux dés et aux cartes dans ma vie pour comprendre le fonctionnement des probabilités. Les chances de trouver toutes ces caractéristiques étaient déjà énormes. J'étais loin de me douter que ce n'était que le début de mes recherches.
Et alors que de nombreuses découvertes incroyables m'attendaient, je voulais éviter de commettre l'erreur classique de nombreux chercheurs, qui est de sélectionner leurs données et, consciemment ou non, déformer leurs résultats pour les adapter à leur théorie. Aussi, pour ne pas me ridiculiser, j'ai cherché à aborder l'étude de la manière la plus scientifique possible, décidant de revisiter la grotte. Mais seulement après avoir étudié l'anatomie en profondeur et obtenu une liste précise des caractéristiques anatomiques que je m'attendais à y trouver. C'est alors, après cette visite, que j'ai commencé à être convaincu d'avoir trouvé quelque chose, aussi absurde que cela puisse paraître. Malheureusement, l'autre versant de la montagne, là où l'on s'attendrait à trouver un deuxième œil, a subi un effondrement majeur. Mes espoirs d'en trouver un ont donc été anéantis, au sens propre comme au sens figuré. La géologie dominante qualifie la partie déformée de la montagne de sinkhole et affirme que les couches de strates incurvées sont les vestiges d'un précédent effondrement violent. Mais le versant sud, que j'avais déjà commencé à explorer en profondeur, était magnifiquement préservé et je commençais à envisager la distance d'une oreille. En effectuant un nouveau vol avec Google Earth, j'aperçus une section en quart de lune de la montagne qui ressemblait beaucoup aux vestiges d'une oreille. Je décidai de partir à la recherche d'une grotte à cet endroit. Et c'est alors que je me retrouvais indéniablement dans la 4e dimension. En scrutant la zone d'en haut, je repérais le début d'un sentier. Et après une brève recherche, je tombais sur le nom d'un canyon, Barranc Media, le canyon de Midi. En parcourant le reste de la page, mon regard se posa sur une autre expression, Cova del Midja. Je savais que Cova signifiait grotte en valencien. De nouveau, les poils de mes bras se hérissèrent. Et ce que je découvris ensuite était incroyable. Je ne vous dévoilerai rien ici. Et si vous n'avez pas encore vu la série de vidéos, regardez-les dans l'ordre. Encore une fois, si vous êtes sceptique, ce que j'encourage, je suis convaincu que si vous parvenez à regarder les 3 premières vidéos, votre scepticisme laissera place au possible. Dans la 4e vidéo, je présente une analyse approfondie des tissus de Montco. Il s'agit d'une analyse médico-légale menée dans l'esprit d'une enquête criminelle. Ce qui est amusant avec l'examen des tissus d'une créature de 5 km de long et 753 mètres de haut, c'est que vous n'avez pas besoin de microscope, car vous êtes le microscope. Dans la 5e partie, je revisite l'œil avec des amis et nous faisons une découverte incroyable. Je dénonce également, avec des preuves vidéo sans équivoque, la censure flagrante de Google Earth. Apparemment, quelqu'un chez Google ne veut pas que les gens connaissent les informations que je partage. Inutile de dire que toutes ces découvertes commençaient à changer ma vision du monde. J'ai commencé à regarder toutes les roches avec un regard nouveau. Ce qu'on nous dit sur les origines, est-ce vrai? Comment se sont-elles formées? Toutes les roches sont-elles les restes de Titan? Ou y a-t-il d'autres origines? Je commence à ressentir un lien plus étroit avec le monde qui m'entoure, réalisant qu'une grande partie, sinon la totalité de ce que je foulais, étaient probablement les restes de créatures gigantesques ayant vécu il y a peut-être pas si longtemps. Certains prennent des drogues pour altérer leur perception, mais les effets finissent par s'estomper. Ma perception à moi avait été définitivement altérée, et d'autres personnes ayant vu ces vidéos ont partagé des expériences similaires. Entre la 2e et la 4e vidéo, j'ai commencé à remarquer que les roches de la montagne étaient très différentes de celles des vallées, des rivières et des rivages. Les différences étaient frappantes, et en descendant, je n'ai constaté aucune gradation dans le changement. Contrairement à ce qu'on nous avait dit sur le processus d'érosion. Sur la montagne, les plus petites pierres étaient clairement des fragments déchiquetés de structures plus grandes. Il n'y avait pas de pierre de transition partiellement érodée en voie de devenir lisse. C'était l'un ou l'autre. Je n'en ai compris la raison que plus tard. Plus j'examinais les vidéos de fossiles debout à la recherche de réponses, plus j'étais frustré. Trop souvent, on voyait des vidéos de personnes montrant des roches qui auraient pu être différentes choses. Pourtant, elles affirmaient régulièrement avec assurance que la roche était autrefois ceci ou cela. Parfois, les informations présentées étaient convaincantes et avaient du sens compte tenu de mes connaissances en anatomie et en histologie. D'autres fois, je me demandais ce que la personne avait fumé.
C'est ce qui m'a poussé à demander à l'univers de m'envoyer un exemple de roche présentant tellement de corrélations anatomiques que la découverte serait totalement indéniable. Je voulais quelque chose d'aussi évident que les preuves époustouflantes que je trouvais déjà avec MonTgo. Quelques jours plus tard, en marchant au fond d'une rivière asséchée, ma demande a été exaucée. J'ai repéré une pierre que j'ai immédiatement reconnue comme étant un cœur. La forme, la couleur, les marbrures graisseuses, les chambres, les restes des valves et des muscles papillaires, tout était encore là et intact. J'ai tenté de transmettre ma découverte à l'un des chefs de file du mouvement des fossiles debout. J'ai envoyé une vidéo montrant la roche et la faisant pivoter à 360 degrés. Je pensais qu'il reconnaîtrait sans aucun doute ce spécimen exceptionnel et j'ai même autorisé l'utilisation de la vidéo comme bon lui semblait. À ma grande surprise, il n'a manifesté aucun intérêt. Mais convaincu de l'importance de cette découverte, j'ai décidé de réaliser ma propre vidéo intitulée « Fossile debout, le cœur du problème ». J'ai même acheté une caméra endoscopique pour filmer les cavités internes et répertorier 17 corrélations anatomiques spécifiques, différentes, avec l'anatomie cardiaque dans cette seule roche. Cette liste compte désormais plus de 20 corrélations. Comment calculer les probabilités d'une telle chose ? Face à la multitude de corrélations anatomiques, j'étais très convaincu que les probabilités qu'une roche prenne cette forme de manière purement fortuite étaient infinitésimales. Puis je me suis dit que si je parvenais à trouver une telle roche, je pourrais en trouver d'autres. Et si je trouvais d'autres pierres présentant des corrélations anatomiques tout aussi spécifiques, cela suggérerait l'émergence d'un modèle. Et avec une multitude d'exemples, les preuves deviendraient accablantes. Je suis retourné au fond de la rivière, cette fois en filmant pendant mes recherches. Et en 10 minutes, j'ai trouvé plus d'une douzaine de roches présentant des caractéristiques similaires. Ma deuxième vidéo sur le sujet, Fossile debout, le cœur du sujet, deuxième partie, aborde ces recherches. Jusqu'alors, les meilleures preuves dont je disposais sur la façon dont des organes ou des éléphants géants pouvaient être pétrifiés reposaient sur ce que je connaissais de la théorie des fossiles debout. J'avais déjà en tête de nombreuses preuves étayant l'idée que le monde avait subi, une fois ou peut-être même plusieurs fois, de grands cataclysmes de différents types et avait sûrement été submergé par des inondations si importantes que presque tout périt. Normalement, à la mort, la chair est consommée par des microbes et des larves. Ces mêmes tissus, lorsqu'ils sont enrobés de boue, échappent à cette décomposition car l'environnement anaérobie, c'est-à-dire le manque d'air, empêche les vers, les larves et les microbes de proliférer. Au fil du temps, un lent échange se produit entre l'air et les fluides présents dans les tissus et les minéraux environnants. Ce processus, appelé minéralisation, se produit selon la géologie dominante sur une longue période. Pourtant, certains chercheurs affirment que cela se produit en seulement 10 mois, dans des conditions favorables. Les détracteurs de cette théorie peuvent se référer aux travaux de Jirima Sagato, un Italien du XIXe siècle qui détenait le secret de la pétrification de la chair humaine. Malheureusement ou heureusement, ce secret s'est éteint avec lui dans une mort suspecte, semblable à celle d'Einstein. Néanmoins, plusieurs de ses œuvres pétrifiées sont encore aujourd'hui exposées dans des musées, témoignant de la possibilité de pétrifier la chair humaine. Et les sceptiques peuvent également se souvenir des corps de Pompéi et de la prévalence du bois pétrifié dans le monde, exemple de la transformation de la biologie en pierre. De toute évidence, la pétrification existe, et compte tenu du fondement fragile de nombreuses affirmations géologiques conventionnelles, tous ces processus pourraient se produire bien plus rapidement qu'on ne le pensait. J'y reviendrai plus tard, lorsque j'exposerai mes théories sur les types d'événements ayant conduit à mes découvertes. Les pierres de roche que j'avais commencé à trouver un peu partout indiquaient clairement que ces événements cataclysmiques s'étaient indéniablement produits, et qu'ils ne s'étaient probablement pas produits il y a des millions d'années. Plus j'observais, plus je commençais à identifier des similitudes dans les roches. Une fois le voile des hypothèses géologiques conventionnelles levé, j'ai pu reconnaître des caractéristiques anatomiques récurrentes dans les pierres. Certains motifs ont émergé et j'ai commencé à identifier des thèmes. Je présente des preuves accablantes de ces thèmes dans la vidéo Organes pétrifiés, cœurs de géants et comment les repérer. Je montre également une évolution évidente. Les mêmes thèmes reviennent dans des tailles allant de moins de 6 mm de diamètre jusqu'à 1,5 m. Il existe une multitude de preuves de l'existence antérieure de géants, photographiques, mythologiques, religieuses, archéologiques et architecturales. Et mes découvertes enrichissent considérablement ce corpus de preuves.
Malgré mes découvertes précédentes avec le Earthstone, j'avais du mal depuis un certain temps à comprendre, d'après ce que j'avais appris de la théorie des fossiles de boue, comment une créature de la taille de Mongo avait pu être recouverte de boue de la base au sommet suffisamment longtemps pour que le processus d'échange minéral puisse se produire. C'était déroutant. D'où pouvait bien provenir cette boue? En gros, il s'agissait d'un sol surélevé de 750 mètres, resté ainsi pendant très longtemps, puis disparu sans laisser de traces. Cela ne me semblait pas logique. Néanmoins, les preuves que je trouvais étaient claires. Et ce n'est pas parce que je n'avais pas de théorie cohérente que je devais rejeter les preuves empiriques que je découvrais en masse. Je savais que même en l'absence d'une théorie appropriée pour expliquer mes découvertes étaient significatives. C'est le sujet des étoiles qui m'a finalement fait prendre conscience de la vérité. Je suis tombé sur 2 vidéos de K. Gibney absolument époustouflantes. Ayant vécu en Italie et actuellement en Espagne, je connais bien les châteaux. J'en ai vu un grand nombre, et je n'avais pas hésité à croire que le récit Wikipédia dominant les attribuait à de simples bastions, des fortifications apparues au milieu du XVe siècle, avec des murs plus épais pour une meilleure défense, en réponse à l'invention du canon. J'étais loin de me douter qu'une multitude de preuves contredisaient complètement le récit officiel des bastions. Je suis rapidement tombé sur une autre vidéo d'une chaîne appelée Andreas Exertus, qui m'a permis de comprendre qu'on en trouvait un grand nombre sur tous les continents et qu'ils étaient bien plus anciens qu'on ne le pensait. Cela m'a conduit au serveur Discord d'Exertus, où j'ai pu entrer en contact direct avec plusieurs fournisseurs de contenu et discuter avec certains des créateurs des vidéos que je regardais. Cet outil s'est avéré formidable et m'a permis de rencontrer une équipe remarquable de chercheurs indépendants et ouverts d'esprit, chacun possédant une expertise approfondie dans son domaine. À ce jour, en travaillant ensemble, ils ont cartographié plus de 5000 bastions stellaires dans le monde entier. Et grâce à la redécouverte d'innombrables cartes anciennes trouvées dans les archives en ligne, ils ont prouvé de manière irréfutable qu'un grand nombre des grandes villes du monde entier sont en réalité construites sur ou autour de ces systèmes stellaires. Autrement dit, les forts stellaires étaient là en premier. C'est un sujet passionnant et il rejoint de nombreuses recherches complémentaires sur les inondations de boue, les réinitialisations, la fausse histoire et le grand empire de Tartarie, dont pratiquement aucun d'entre nous n'a rien appris à l'école. Pourtant, il s'agit du plus grand empire de l'histoire connue. C'est une autre des nombreuses choses qui vous font dire Peu de temps après, je suis tombé sur une vidéo où quelques membres de Discord discutaient des volcans et de leur impact. Il y a un truc que Mud Fossil University, je crois avoir entendu dire que New Earth en parlait, mais je ne regarde pas cette chaîne. Et si la pierre que nous regardons était du bois, nous savons que la fossilisation se produit. Quelle est la seule méthode naturelle et instantanée pour transformer quelque chose en pierre? Une coulée pyroclastique. C'est le meilleur exemple que je puisse vous donner d'une coulée pyroclastique sortie de l'enfer. 1500 degrés, 5 km ou 400 km/h. Les nuages de lave de ciment. Mais ils ont raison, ces choses-là peuvent arriver. On voit que c'est arrivé et que les gens ont été pétrifiés à Pompéi. Il n'est donc pas étrange de penser que la moitié des choses que nous observons pourraient être du bois ou des animaux. Il y a ce remerciement à Stellium pour avoir signalé la gigantesque victime de la coulée pyroclastique dans son pays. C'est alors qu'une énigme très importante s'est mise en place et j'ai commencé à comprendre comment Mongo a pu se pétrifier et que cela avait très probablement un lien avec le volcanisme. Il y a peut-être d'autres explications que j'aborderai à la fin de cette vidéo, mais pour l'instant, sans m'aventurer dans le monde de la religion ou de charabia à part entière, je crois que l'explication la plus plausible de ce qui est arrivé à ce titan peut en fait être formulée avec les propres mots du géologue. C'est alors qu'en entendant Nathan et Britney discuter, la lumière s'est allumée dans ma tête et j'ai réalisé que leur conversation contenait en fait les graines du modèle explicatif que je cherchais. Et l'instant d'après, ces chercheurs que j'estimais tant ont soudainement mentionné le travail que j'avais effectué sur la montagne.
J'en suis resté bouche bée. Une autre synchronicité fantastique et l'une des nombreuses autres qui ont suivi lors de ma collaboration de recherche avec cette équipe. Je voudrais donc prendre un moment pour les remercier et adresser mes salutations, mes sincères remerciements à Britney, Nathan, Andreas, Mike, Victor, Lee, Steve et aux autres. Vous êtes une équipe de rêve et en participant à mes recherches, en les approuvant et en les partageant, vous m'avez donné la confiance et la motivation nécessaires pour continuer à partager mes connaissances. Merci beaucoup. Alors, coulée pyroclastique, cela pourrait-il donner naissance à un titan pétrifié ou à un monde jonché d'organes pétrifiés? Je crois que la réponse est un oui retentissant. Et je laisserai la géologie nous éclairer sur ce sujet et me faire comprendre.